La catastrophe aérienne du Sénégal, 23 morts, 29 blessés, des touristes français, surcharge de l'appareil, problème de carburant, l'enquête est en cours. Élection municipale de Vitrolles, le dépouillement est en cours. Pour le moment, le Front National est assez nettement en tête. Rencontre à Moscou, le président Jacques Chirac a trouvé Boris Eltsine en très bonne forme. Les sorties du dimanche, randonnée sur le Rhin et escalade sur les torrents glacés de Serre-Chevalier. Madame, Monsieur, bonsoir. 23 morts, 29 blessés, des touristes français et 3 membres d'équipage. C'est le bilan désormais définitif de la catastrophe aérienne survenue hier en fin d'après-midi sur un aéroport du Sénégal au retour d'une partie de chasse. L'enquête qui a commencé devra déterminer s'il s'agit là d'un problème de surcharge de l'appareil ou de mauvaise qualité du carburant. C'est au décollage que l'accident s'est produit. Un moteur s'est arrêté. Valérie Hermite, Nathalie Gallet. Les premiers rescapés, presque des miraculés, de l'accident d'avion de Tambacounda au sud-est du Sénégal. Ils sont 29 sur 52 à en être sortis vivants. 23 personnes sont mortes, en majorité des Français. Je crois que c'est un moteur qui est tombé en panne. Bon, l'avion a piqué du nez. Et on était au fond, tout à fait derrière. Finalement, tout l'avant s'est esquinté, les ailes sont cassées, ça fait une ouverture. Et c'est là que nous sommes passés. C'est une chance inouïe qu'on soit sortis comme on est, quoi. L'avion devait décoller en direction de Dakar. Les témoins parlent tous d'un problème de carburant avant le décollage. Ils ont pompé l'essence pour mettre dans l'avion, il y avait de l'eau, il paraît. Alors ils ont trafiqué pendant 4 heures. L'appareil, un Hawker Siddeley de la compagnie Air Sénégal, aurait eu du mal à prendre toute sa vitesse. Juste après le décollage, l'un des moteurs se serait arrêté. L'avion aurait alors piqué du nez, se serait cassé avant de prendre feu à l'avant. D'autres touristes français tout juste rentrés de la même région du Sénégal racontent le même type d'incidents qui n'ont heureusement pas tourné au drame. Et nous on a eu les mêmes problèmes de moteur. Et bon, on a eu la chance de ne pas décoller. Il s'avère que la panne qui s'est produite hier, c'était la même qu'on a déjà subie la semaine dernière, et à savoir vraisemblablement de l'eau dans le kérosène. À Dakar, les 29 rescapés sont encore à l'hôpital. Côté français, les secours s'organisent. Europe Assistance, avec d'autres compagnies, s'apprête à rapatrier les blessés. 2 blessés arrivent dans un premier avion, ce sont 2 blessés graves, des brûlés graves. Et nous sommes en préparation d'un avion gros porteur, un Airbus, qui ramènera une vingtaine de blessés, moins gravement atteints, mais quand même ayant des brûlures et diverses fractures. 2 grands brûlés devraient rentrer cette nuit, les autres devraient arriver en France demain soir. Vous venez de l'entendre, un Airbus d'Air France affrété par Europe Assistance doit rapatrier la majorité des blessés cette nuit vers la France. Parmi les rescapés, Bernard Chéreau, maire de Ville-en-Blain dans le Loiret. Avec sa femme, il se trouvait à bord de l'avion. Ils n'ont été heureusement que légèrement blessés, miraculés. Bernard Chéreau témoigne et raconte d'abord les circonstances de l'accident. Écoutez-le. Un coup que le plan a été fait, nous avons vu tout le matériel qu'ils avaient. C'est impensable qu'une base puisse fonctionner avec le matériel qu'ils ont. Cela est impensable. Nous avons dit à plusieurs fois, mais personne ne pourra croire ce que l'on a vu aujourd'hui. Ensuite, au moment de l'embarcation, le matin, un des chefs de camp d'un camp de chasse m'avait dit je ne suis pas inscrit. J'avais réservé mes billets, mais je n'avais pas confirmé. J'ai confirmé samedi matin. Sous la pression, il ne voulait pas me prendre, mais sous la pression, j'ai gueulé. Nous sommes de bons clients, et il a pris donc tous les billets. Quand nous sommes montés dans l'avion, il y avait 4 personnes de trop. Alors cela a duré un moment, certains sont descendus, ça s'est légèrement battu sur la piste. Le commandant de bord est descendu. Ensuite, ils ont remonté, ils ont déchargé des bagages. Et 4 volontaires ont descendu de l'avion. Alors là, l'avion a décollé. Il a parcouru 500, 800 mètres, je ne sais pas exactement. Nous sommes enlevés à peu près 25-30 mètres de haut. Nous avons senti 2 grands chocs. Et les gens qui étaient à côté du hublot ont vu que le moteur de gauche était arrêté. Et là, aussitôt, tout s'est écrasé. Un miracle pour nous, c'est que l'avion s'est cassé en 2 au moment de tomber. Il a pris feu. En même temps qu'il tombait, il prenait feu. Ensuite à ça, nous avons, sauf qui peut, comme on a pu, nous avons sauté à travers les flammes par l'avion cassé.
Si l'avion n'avait pas cassé, il n'y aurait eu aucun survivant parce que les gens qui ont voulu ouvrir la porte de l'arrière n'ont jamais pu l'ouvrir. Donc pour nous, tous les sortants, nous sommes des miraculés. Je tiens à rassurer toute ma famille que tout va bien. Je n'ai aucun membre de cassé, rien du tout, et que tous mes amis également vont bien. Voilà, je vous rappelle que cette catastrophe aérienne a fait pour l'instant 23 victimes et 29 blessés. Ce témoignage nous est parvenu grâce au concours des autorités militaires françaises présentes à Dakar. En France maintenant, 56 attentats la nuit dernière en Corse visant principalement des établissements publics ou encore des banques. Une série revendiquée par le FLNC Canal Historique qui tente à prouver que sa capacité d'action n'est pas réduite, bien que ses principaux responsables soient actuellement emprisonnés. Yasmina Farber, Fred Lamas, reportage. Même cause, mêmes effets. Entre 4h30 et 5h30 du matin, près d'une soixantaine d'attentats secouent la Corse. Cible des nationalistes, des agences bancaires par exemple, comme ici rue Campinki, dans le centre de Bastia. À quelques mètres d'intervalle, même tableau, des guichets automatiques détruits, des vitres qui ont volé en éclats. Rien qu'à Bastia, les poseurs de bombes ont touché une quinzaine d'établissements publics. Dans la liste, le Trésor public, une agence Air France, des bureaux de poste. Une nuit bleue signée FLNC Canal Historique. Le mouvement nationaliste montre qu'il peut frapper fort sur des cibles éparpillées. La manière forte pour expliquer que ces militants restent sur le terrain malgré l'arrestation de 2 dirigeants de la Concolta Nazionalista, la vitrine du Canal Historique. Une nuit bleue, réponse à une autre nuit, celle de mercredi. Le FLNC, canal habituel, a annoncé son autodissolution. Le mouvement baisse les armes. Du coup, le Canal Historique repart en guerre. Le mouvement n'avait pas signé d'opération de cette envergure depuis plusieurs mois. Dans un long communiqué de 3 pages, les nationalistes dénoncent ceux qui abandonnent leur cagoule. Même si la violence n'est pas notre credo, disent-ils, l'avenir est dans la lutte. Seul rebondissement judiciaire après ces 60 attentats, 2 individus proches de la Concolta Nazionalista, la vitrine légale du FLNC Canal Historique, étaient placés en garde à vue à la gendarmerie de Ghisonaccia en Haute-Corse pour une vérification d'identité. Spontanément, un groupe de militants nationalistes s'est réuni devant les locaux de la gendarmerie pour soutenir les suspects. Élection municipale de Vitrolles dans les Bouches-du-Rhône. Résultat très attendu dans cette commune qui pourrait devenir la 4e ville de France dirigée par le Front National. Les résultats du premier tour sont pour l'instant largement à l'avantage de Madame Catherine Maigret, l'épouse de Bruno Maigret qui lui était inéligible. En direct de Vitrolles, nous retrouvons Michael Darmon. Michael, alors où en sommes-nous ? Eh bien Daniel, beaucoup de monde ici dans la salle des fêtes de Vitrolles pour obtenir des informations sur les résultats. Des résultats partiels mais que nous pouvons transmettre maintenant sur un peu plus d'un tiers des bulletins dépouillés. Catherine Maigret arrive en tête avec 46,93% des voix, suivi de Jean-Jacques Anglade pour la liste de gauche avec 36,79% des voix. Troisième position donc Roger Guichard, UDF RPR qui obtient 16,28% des voix. Donc le même score, le même tiercé si l'on peut dire que l'année dernière, donc plutôt en 95. Alors s'il n'y a pas de victoire au premier tour, Michael, second tour, très serré attendu. Alors, bien tout à fait. Alors, quelques remarques tout d'abord sur ce scrutin. Catherine Maigret, qui a fait campagne pour son mari inéligible, obtient un score supérieur à celui de son mari l'année dernière, ce qui confirme donc la forte implantation du Front National dans cette ville. Jean-Jacques Anglade, dont la gestion a été très contestée jusque dans son propre camp, arrive tout de même en 2e position. Mais Roger Guichard, lui, n'a pas réussi à changer la face de ce duel annoncé entre la gauche et le Front National. En ce qui concerne le second tour, la question qui se pose ce soir est tout d'abord autour de Roger Guichard. Que va-t-il faire? Jean-Claude Gaudin, lui qui est venu le soutenir à Vitrolles il y a quelques jours, a dit pas de front républicain. Roger Guichard, lui de son côté, dit « moi je me maintiendrai ». Quant à Jean-Jacques Anglade, dans l'hypothèse d'un retrait ou d'un front républicain, il aura certainement beaucoup de mal à mobiliser une partie de son électorat de gauche qui lui fait défaut et un électorat de droite assez dur dans la région. Donc compte tenu du score de ce soir qui est en train de s'avancer, on peut dire que le 2e tour sera très tendu à Vitrolles. Merci Michael Darmon. Ce même jour, le Conseil représentatif des institutions juives de France, le CRIF, avait invité plusieurs leaders politiques français de tous bords, Michel Rocard, Robert Rue, Jacques Toubon, pour débattre des problèmes posés justement par la montée du Front National dans la perspective des élections législatives de 1998. Reportage Françoise David, Jacques Gérard.
Jacques Toubon et Robert Rue ont peu l'occasion de se serrer la main, encore moins de poser pour une photo de famille aux côtés de Michel Rocard. Mais aujourd'hui, ce qui les réunissait, c'était leur volonté de débattre sereinement, à un an des législatives, de la menace de l'extrême droite. Sur ce qui fait le lit du Front National, chômage, insécurité, tous sont d'accord. Les opinions en revanche divergent sur les remèdes. Il faut continuer la réforme, il faut continuer à changer les choses fondamentalement pour que notre France, dans l'an 2000, ou dans 10 ans, ou dans 15 ans, elle n'ait pas, comme pour une partie d'entre elles est là aujourd'hui, la tentation de s'en remettre à ces solutions extrémistes. Il nous faut, pour préparer cette échéance 98, mais plus généralement, retrouver un discours d'authenticité plus fort. Il est probable qu'un vrai retour à l'affrontement droite-gauche laisserait moins de place à l'abstention et au vote vers les extrêmes. Quant à Robert Rue, premier secrétaire national du PC à se rendre prochainement en Israël, il a appelé son propre parti à la riposte. Il faut mouiller la chemise dans une affaire comme celle-là. Je dirai tout à l'heure ce que je pense que le Parti communiste peut faire, doit faire, qu'il n'a pas fait et qu'il doit refaire dans les quartiers difficiles, par exemple, pour empêcher la pénétration du Front National en reprenant une place essentielle dans ce combat. Le président du CRIF avait évoqué l'hypothèse d'un barrage républicain contre le Front National au second tour des élections, mais aucun de ses invités n'a voulu s'engager sur ce point. Actualité internationale maintenant. Visite éclair aujourd'hui du président Jacques Chirac à Moscou pour y débattre avec le président Helsinki de l'élargissement éventuel de l'OTAN à certains pays de l'Est. Mais la première question posée par cette rencontre était l'état de santé du président russe. Il est en bonne forme et même en très bonne forme, affirme Jacques Chirac. Reportage Dominique Derda, Éric Mézy. Les nouvelles sont bonnes, Boris Yeltsin va mieux. Et même s'il fait froid, moins 14 degrés cet après-midi, le président convalescent ne craint plus de braver les rigueurs de l'hiver sur le perron de sa résidence de Novo-Garievo en attendant l'arrivée de Jacques Chirac. La rencontre est amicale, chaleureuse. Les deux hommes s'apprécient de longue date, se tutoient même et s'appellent par leur prénom. Jacques souhaite donc à Boris un joyeux anniversaire. Il a fêté hier ses 66 ans dans une autre datcha médicalisée, celle-là, un véritable mini-hôpital. Au programme des discussions, la sécurité européenne et l'élargissement de l'OTAN, que les Russes voient toujours d'un très mauvais œil. Mais Jacques Chirac, qui aime à rappeler qu'il ne faut pas humilier la Russie, ne désespère pas de voir rapidement évoluer la position du Kremlin. L'entretien, qualifié de part et d'autre de sincère, durera 3 heures au total, déjeuner compris, soit 1 heure de plus que prévu. Signe que Boris Yeltsin semble capable de mener de longs pourparlers et de défendre les intérêts de son pays. C'est bien là le message qu'a voulu faire passer son entourage en nous autorisant à la dernière minute à filmer ces quelques images d'un président qui lentement mais sûrement reprend ses dossiers en main, ce que confirme son ami Jacques Chirac. J'ai été impressionné par la rapidité de son rétablissement. Il a subi une intervention. Il était légitime qu'il ait un certain délai pour retrouver sa forme et j'ai trouvé que j'étais, je le répète, très impressionné. Moi, j'ai retrouvé le Boris Nikolaïevitch que j'ai connu, que j'ai toujours connu. Après de tels propos, il ne restait plus à Jacques Chirac, décidément très confiant, qu'à annoncer qu'il comptait bien revenir à Moscou en septembre. À l'invitation du président russe, une visite officielle de 3 jours. Cette rencontre était un test très attendu, 3 semaines après ces terribles images d'un Boris Yeltsin qui semblait perdre conscience aux côtés d'Helmut Kohl. Pour le Kremlin, comme pour l'Elysée, l'entretien peut être considéré comme un succès. Il démontre que pendant 3 heures, tout au moins, Boris Yeltsin est capable d'assumer ses fonctions. Au forum de Davos en Suisse qui réunit les grands de ce monde, qu'ils soient des économistes, des politiques ou des industriels, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a rencontré Yasser Arafat. Les deux hommes ont convenu d'une nouvelle rencontre dès jeudi à Eretz, ville frontière entre les territoires palestiniens et Israël, pour tenter de faire avancer le processus de paix. Un pas en avant, un pas en arrière en Irlande du Nord, la mémoire reste vivace des terribles affrontements entre catholiques et armée anglaise. Aujourd'hui, plusieurs milliers de personnes commémoraient dans les rues de Londonderry le dimanche sanglant. Il y a 25 ans, très exactement, 14 civils étaient abattus par des soldats britanniques. Sur place, Étienne Lénart. 14 portraits plantés sur les hauteurs de Londonderry. Un drapeau et 14 croix. Celle qui commémore ce dimanche de janvier 72 où 14 militants catholiques sont tombés sous les balles de la police britannique. Michael McKinney était présent ce jour-là, son frère William est mort à 27 ans.
Et c'est pour lui et pour les autres que 10 000 personnes ont marché aujourd'hui comme chaque année depuis 25 ans. Je suis très en colère. Je suis très en colère aujourd'hui. Il est grand temps que le gouvernement britannique dise la vérité sur ce dimanche sanglant. L'enquête officielle du gouvernement britannique avait à l'époque conclu à la légitime défense de ses soldats. Depuis, de livres en polémique, les catholiques d'Irlande du Nord demandent régulièrement l'ouverture d'une enquête indépendante parce qu'ils sont persuadés, Michael McKinney comme les autres, que ce sont les militaires qui ont tiré les premiers. On leur a pris leur vie. Ils ne l'ont pas donnée. C'est l'armée britannique qui la leur a enlevée. Dans la matinée, les familles s'étaient rassemblées autour du monument érigé à la mémoire de leurs disparus. Certains ne souhaitaient pas participer à une marche considérée par beaucoup comme un acte politique. Ce moment, c'est pour mon père. La marche, ce n'est pas vraiment mon problème. Ce qui est important, maintenant, c'est de pardonner. Les gouvernements britanniques qui se sont succédés n'ont jamais demandé pardon, pas plus qu'ils n'ont accepté de rouvrir une enquête sur les circonstances de la tuerie du Bloody Sunday. 25 ans après, la plaie reste donc profonde, aussi profonde que l'incertitude qui entoure le processus de paix en Irlande du Nord. Retour en France avec une sortie virulente ce soir d'Alain Madelin sur RTL à propos d'aide à l'emploi et de la loi dite loi d'Eurobien pour l'ancien ministre de l'économie. Il s'agit là, selon lui, de l'aide la plus stérile à l'emploi. Et selon Madame Martine Aubry sur Europe 1, eh bien, les socialistes supprimeraient, s'ils revenaient au pouvoir, la loi d'Eurobien. Au Crédit Foncier de France, les négociations doivent reprendre demain lundi. Les salariés en sont à leur troisième semaine d'action et troisième dimanche d'occupation du siège social à Paris. Après l'excitation du début, c'est toujours joyeux, mais une certaine habitude s'est installée. Caroline Marie, Jean-Michel Mire. On a tendance à boire beaucoup de café au Crédit Foncier, surtout à 6 h du matin, un dimanche, quand on entame son 17e jour d'occupation. Cette nuit, ils étaient une centaine de salariés à dormir sur les lieux, accompagnés parfois de leur famille. Et ça se passe comment une nuit au Crédit Foncier? On dort pas beaucoup. Hein. Ils font la rumba là, toute la nuit, on peut pas dormir hein, presque. Malgré la fatigue, ils se disent toujours déterminés à obtenir des garanties sur l'emploi et sur l'avenir du Crédit Foncier. C'est tout à fait normal qu'on soit attaché à notre entreprise. On a construit quelque chose tous ensemble et on ne veut pas que tout ça, ça soit dilapidé en quelques mois. On est toujours très en forme, on est toujours très motivé pour gagner, pour y arriver. Et puis on attend, on est plein d'espérance. Il pleuvait fort sur la grande route. L'espoir que le ciel se dégagera demain quand les salariés du foncier rencontreront le conciliateur. Pour la deuxième fois, ils tenteront de le convaincre de la bonne santé financière de leur entreprise. Ils tenteront de dire au gouvernement qui le conteste que le Crédit Foncier est viable. Un grand bol d'air maintenant avec les randonneurs qui chaque semaine parcourent le parc naturel régional des Vosges aux frontières de l'Alsace, de la Lorraine et de l'Allemagne. Jérôme Soulard, Sylvain Gauthier. C'est l'histoire d'un pays frontière qui, après des siècles d'obscures batailles, a fini par découvrir enfin ses véritables richesses. On y va ? 300 000 hectares pour un parc franco-allemand très protégé et des masses de grès vosgiens taillés en monolithe qui pistent des kilomètres transfrontaliers de sentiers forestiers. Le grès rouge des Vosges est le matériau commun aux deux massifs de part et d'autre de la frontière. C'est un matériau agréable et qui se travaille bien. Et il est à la fois on remarque les blocs quand on passe et à la fois ils sont relativement discrets dans le paysage. Ici, si le regard s'éduque et se dirige pour ne plus échapper aux beautés naturelles, le pas du promeneur est encore libre et il se perd même quelquefois pour découvrir par hasard des vestiges du passé. Voilà donc un bunker allemand en territoire français, ou peut-être le contraire, car le sentier des randonneurs s'égare en permanence entre l'Alsace, l'Allemagne et la Lorraine. C'est une excellente idée, en plus le sentier est très bien balisé. Vous savez, on aime vraiment bien venir se promener par ici. D'ailleurs, c'est presque aussi beau que chez nous, presque.
Là, je peux découvrir l'étang qui est encore un peu gelé, et puis bien éclairé par le soleil, avec la forêt en fond. Il faudrait revenir un peu l'été, peut-être que ce serait un autre paysage, mais tout aussi joli à voir. 23 km de sentiers perdus balisés par un club vosgien franco-allemand. Une nature exubérante qui se mérite. Nous avons essayé de montrer comment, à partir d'exemples très concrets, comment parfois l'homme arrive à tirer parti de l'environnement tout en le respectant pour en tirer le meilleur. Un spectacle ancestral qui se découvre et se partage enfin, au point de faire tourner les yeux, même des enfants curieux. Regardez bien votre calendrier, c'est aujourd'hui la Chandeleur, tradition respectée en France, c'est le jour des crêpes, et plus particulièrement en Bretagne, dans le petit village de Gourin, dans le centre de la Bretagne. Là, en cherchant bien, on peut trouver même un centre de formation pour apprentis crêpiers. Jérôme Laurent et Christian Paulet. Jambon, fromage. Une jambon fromage. Crase. Crase, voilà. Et une crase, c'est quoi, Madame Charpentier? C'est très cuit. C'est croustillant. Crase, c'est croustillant. Croustillantes, les crêpes de Madame Charpentier sont réputées pour l'être. À Gourin, son tour de main est inimitable. Depuis plus de 20 ans, elle fait le bonheur des amoureux de la crêpe. J'ai ma roselle en breton et raclette en français. Donc j'ai aussi ma chopine, une chopine de pâte. Donc j'étale sur ma bilique. Et donc il faut un bon coup de main pour pouvoir bien étaler, que sa crêpe soit bien ronde. Hein. Alors là, c'est une crêpe et là, c'est une crêpe de blé noir. Donc on peut garnir avec un petit peu de tout, au beurre, aux œufs, et aussi manger le matin au petit déjeuner avec du beurre. Ses bons conseils et son savoir-faire, Madame Charpentier les transmet parfois à de jeunes stagiaires qui viennent dans sa crêperie pour apprendre le métier. Car à Gourin, il y a aussi un centre de formation pour apprentis où en quelques mois sont enseignées les bases incontournables de la profession. La pâte, elle prend pas assez vite, alors donc elle n'est pas cuite sur le dessus, tu vois. Ce qu'on essaie de leur inculquer aussi, c'est d'avoir les différentes pâtes de terroir qu'on puisse trouver sur la Bretagne, qui vont ailleurs et peuvent étaler n'importe quelle sorte de pâte qui est fabriquée en Bretagne. C'est un métier qui permet de bouger aussi sur les saisons, aussi bien à la mer qu'en montagne, quoi. Donc c'est intéressant. C'est sympa. Ces futurs crêpiers et crêpières, bretons pour la plupart, sont les gardiens d'une certaine tradition. La Bretagne compte plus de 2000 crêperies. Dans cette région, la Chandeleur, c'est un petit peu tous les jours. Les dernières vendanges en France sont terminées. Il ne s'agit pas, bien entendu, de raisins, mais d'olives. Et c'est actuellement le début de la période des fêtes dans la région de Nyons, dans la Drôme, marquée par la première pression à froid de l'huile d'olive. Jean-François Chevet, Pascal Pueyo. Allez, on te santé les enfants, hein. Soyez braves. Ce n'est pas le vin qui est à l'honneur aujourd'hui, mais c'est bien l'olive. C'est à Nyons, capitale de la Drôme provençale, que l'on célèbre l'alicoque, la fête de l'huile nouvelle. Mets de l'huile. L'olive de Nyons, c'est la tanche. Noire et grasse, elle se cueille exclusivement à la main. De son état dépend sa destination. C'est une olive maintenant qui a été gelée, qui est plus commercialisable sur les marchés que pour la table et qui est bonne plus que pour les moulins à huile pour faire de l'huile. Mais de l'huile! Pour l'huile, l'olive est broyée avec son noyau et la pâte obtenue est placée sous une presse entre des scourtins, sorte de paillassons ronds. C'est ce que l'on appelle la première pression à froid. Comme les grands crus du vin, le millésime 97 de l'huile d'olive de Nyons a été dégusté. Verdict? L'huile de cette année est très onctueuse. L'olive qui était bien mûre, une huile d'olive très très onctueuse, qui a un petit arôme de pommes vertes, de verdure, et en bouche un petit goût de noisette. Mais de l'huile! Quant aux olives les plus présentables, elles seront soigneusement nettoyées, triées, puis après assaisonnement conditionnées dans ces bocaux. Au pays de Giono et de l'accent qui chante, les proverbes sur l'olive ne manquent pas.
Quand trône en février, Toulon est dans un cueillir. Ça veut dire quoi? Quand il fait du tonnerre en février, il y a très peu d'huile. Espérons que le temps soit clément et la récolte abondante. Et maintenant à la recherche des nouveaux sports extrêmes, comme il est convenu de dire. Aujourd'hui, nous avons découvert les escaladeurs de torrents glacés en haute montagne. Reportage dans les Hautes-Alpes, la région de Serre-Chevalier. Valérie Astruc, Philippe Turpin. Le son est mat, signe que la glace résistera aux agressions des piolets et des crampons. Il fait moins 5 degrés, cette cascade restera figée jusqu'au printemps. Les grimpeurs partent donc à l'assaut. Et vous tapez les piolets toujours dans des trous, jamais sur des bosses pour éviter que la glace écaille. Avec vos crampons, donc vous avez 2 pointes à l'avant, c'est ces pointes-là qui vont vous servir pour grimper. Donc c'est pas la peine de taper très fort, vous donnez juste un petit coup dans la glace et ça suffit pour qu'ils accrochent. D'accord? D'habitude, c'est avec les parois rocheuses des Alpes que ces jeunes se mesurent. Mais aujourd'hui, ils ont choisi de remonter les cascades. Premier pas douloureux sur la glace. Heureusement, la corde tient bon. Ben voilà, fatigué en haut de la voie, non mais c'est super, ouais. Faut avoir quand même une continuité assez élevée pour arriver en haut de la voie. On est un petit peu essoufflé en haut quand même. Allez, plus que 20 mètres. Ici, les cascades sont tout juste bonnes pour les débutants. Pour les chevronnés, juste à côté, il en existe de 700 mètres. Alors là, je suis en train de mettre ce qu'on appelle une protection, c'est-à-dire que c'est une broche à glace, c'est un tube fileté, dans lequel je vais passer ma corde et qui va me permettre de m'assurer, donc au cas où je fasse une chute, c'est cette broche vissée dans la glace qui me retiendra. Sans corde, les piolets et crampons ne suffisent pas à retenir le grimpeur. Un grimpeur toujours pressé car la glace n'est pas éternelle. Cet été, la cascade ne sera plus là. Il faudra attendre l'hiver prochain pour pouvoir la convoiter à nouveau. Qu'il ne désespère pas, reste en été le canoë-kayak. On le pratique beaucoup dans la région. Plus classique, demain, début des championnats du monde de ski à Sestrières en Italie. Le Français Luc Alphand, favori de la descente, a réalisé de bonnes performances dans le supergéant ces dernières semaines. Le supergéant est d'ailleurs la première épreuve de la compétition. Il a donc ses chances, même s'il n'est pas le grand favori. En tout cas, le champion français est apparemment très décontracté. Thierry Clopeau, Alain Poirier. Plus haut, plus vite, plus fort. Depuis qu'il est en tête de la Coupe du Monde, Luc Alphand est la proie de toute la presse française et internationale. À Sestrières, difficile de faire autrement. Et parfois, ça agace un tantinet. Et Luc ci et Luc ça, vous me pétez les noix déjà. Luc, depuis ce matin, bon gré mal gré, fait face aux caméras du monde entier. Difficile alors de se concentrer sur le ski. En compagnie de son cousin de coureur, Benjamin Melchion, il retrouve toutefois le sourire à quelques minutes de la première reconnaissance du Super G. Son chalet de Serre-Chevalier à vol d'oiseau est juste en dessous. L'avantage qu'on a, c'est que du départ, on voit la maison. Ah. Ça, c'est bien ça. De faire coucou à madame et aux enfants. Parce que du Japon, on voyait pas, j'ai regardé. De Sierra Nevada non plus. Et là, on voit la maison. Après une journée passée en famille et quelques tours de piste ce matin à Sestrières, Luc sait qu'il fera partie des favoris avec le Suisse Locher et l'Autrichien Knaus. Sa victoire, il y a 4 jours au Super G de l'Axe en Suisse, l'a conforté. Mais ce Super G italien, que l'on voit ici en image virtuelle, sera comme tous les autres, une vraie loterie. Ils sont une dizaine à pouvoir le gagner. C'est ce qu'il y a de plus ouvert et c'est ce qui les rend difficiles parce que maintenant il faut, pour être vite en Super G, pour gagner ou pour être sur le podium, il faut skier, c'est-à-dire vite, attaquer sans faire de faute. Et forcément, quand on attaque, qu'on essaye de pousser ses limites, on va toujours chercher un peu la faute. Et si on en fait une seule, ça suffit en Super G. Ils seront près de 4000 supporters demain du Briançonnais de Serre-Chevalier, une trentaine de kilomètres d'ici, à venir encourager Luc Alphand. Luc qui se souviendra sans aucun doute qu'il avait été champion du monde ici à Sestrières. C'était en 1983, champion du monde junior de descente. Le Super G, c'est donc demain à 13 h. La descente, ce sera pour samedi. Ce sera déjà une autre histoire. Cinéma sorti cette semaine d'un nouveau film de et avec Tom Hanks dans un rôle complètement inattendu. Il est l'impresario d'un groupe de rock des années 60 qui ressemble terriblement aux Beatles. Nicole Cornu-Langlois, Franck Brisset. Excusez-moi. C'est quoi? Les Wonders, c'est bien. Oui, tout de suite.
groupe des Wonders a été inventé par Tom Hanks, venu à Paris avec ses jeunes acteurs musiciens pour ce film dont il est l'auteur, le réalisateur et acteur. Il joue l'impresario de ces Beatles américains au succès foudroyant mais éphémère. On est loin de l'image du sage Tom Hanks. J'ai commencé à écrire ce film dans des chambres d'hôtel, des avions, chez moi, parce qu'il me fallait faire autre chose de créatif, quelque chose qui n'ait rien à voir avec les Oscars, Forrest Gump ou bien Apollo 13. Pour moi, c'était donc un jardin secret où je pouvais me réfugier en cas de besoin. Je vous propose une nouveauté aujourd'hui, un groupe d'Irier qui vient de sortir un disque. Ils ont fait exploser l'applaudimètre du prix des jeunes talents l'autre jour. Et puis il y a chez nous les Old Leaders. Cette musique, c'est celle de son enfance, quand il écoutait le rock des années 60, grattait la guitare et rêvait de devenir célèbre, comme ces jeunes gens qui s'écoutent pour la première fois à la radio. Liv Tyler et le ravissant égérie. Ils sont géniaux, ces garçons. On s'est beaucoup amusé tout le temps. On a passé nos journées à rire. Et Tom Hanks aussi? C'est lui qui nous faisait rire. Ah oui, pourquoi? Parce que c'est l'homme le plus drôle de la Terre. Mettez les lunettes noires, chef. Donne-leur ce qu'elles réclament. Et que pensez-vous de ce groupe musical d'un autre temps? Tout à fait, voici les Wonders qui jouent de la flûte à bec, de la flûte traversière, de la harpe. La musique, elle est partout, elle nous entoure. Et Tom Hanks, un rien nostalgique, s'est donné chaleur et humanité au monde musical. Ce film tendre et lucide lui ressemble. Le grand écran encore, mais dans un tout autre genre, Festival Fantastica, le film fantastique à Gérardmer. Premier prix ce soir à un film américain, Scream, en français, l'horreur. À l'heure du bilan, retour sur les morceaux choisis de ce festival. Accrochez-vous, Stéphane Auman, Daniel Lefebvre. Avec le cinéma fantastique, il y a des moments où l'on ne sait plus très bien quand s'arrête la fiction et quand commence la réalité. 5 jours passés à angoisser et pourtant pour les festivaliers, rien que des bons souvenirs. Mon meilleur souvenir, c'est d'avoir vu Mimi Mati. Vincent Pérez. Il n'y avait pas beaucoup de monde, donc il est resté, il a accepté de faire des photos, de faire les bises, mais il n'a pas signé d'autographe. Pour les sportifs, en quête d'autres émotions, rien de tel qu'une bonne descente et ses petites frayeurs. Qu'est-ce qui fait le plus peur, les films d'horreur ou les pistes noires? Les pistes noires pour moi. C'est mon deuxième jour, alors pour moi c'est les pistes noires. Même les rouges. Du rouge sang, il y en a dans Scream, le film qui a raflé le grand prix du festival et le prix première du public. Ce thriller américain mêle avec virtuosité humour, suspense et terreur. Je me mets à la place de l'héroïne et c'est moi qu'on étrangle, c'est moi qu'on viole, donc c'est assez insupportable pour mes voisins. Trop de films fantastiques sont simplement tristes, déprimants. Moi, ce que je recherche, ce sont des films qui en plus m'amusent. Pour s'amuser, le festival s'est clôturé sur le film de Michael Jordan. La star du basket américain y fait équipe avec le seul lapin à sa mesure, Bugs Bunny. J'ai le ballon, j'ai le ballon. Aïe. 200 000 passionnés d'hémoglobine et de mystère sont passés par Gérardmer, un record. Au terme du festival, une chose est sûre, le fantastique est loin d'être mort. Rêvons un peu maintenant, le carnaval de Venise s'est ouvert ce week-end. Comme chaque année, l'inauguration a eu lieu sur la célèbre place Saint-Marc. Il faisait beau, avec un traditionnel défilé, lâcher de colombes et de ballons multicolores. Les rues sont ensuite envahies par des centaines d'habitants et de touristes également qui viennent là par milliers et qui se rendent aux différents bals organisés tout au long de cette semaine dans la célèbre cité des Doges. Un mot de politique avant de nous quitter. Le Front National dans l'élection municipale de Vitrolles est en tête. 55% des bulletins ont été dépouillés. La liste de Catherine Maigret recueille pour l'instant plus de 47% des voix. Celle du socialiste Jean-Jacques Anglade 36,8%. Et le UDF-RPR Roger Guichard 16,08%. Il y aura sans aucun doute un second tour.
Dans quelques instants, la météo, Nathalie Riouet, 20h50, Le Flingueur, un film avec Charles Bronson. Le dernier journal aux alentours de minuit, Florence Daucher. Demain, 7h50, dans les 4 vérités, Gérard Leclerc recevra Jean-François Moncel, secrétaire général du RPR. 13h, Patrick Chêne. Quant à moi, je vous retrouverai à 20h. Je vous souhaite une excellente soirée sur notre chaîne. Bonsoir.